soir, le gouvernement Trudeau encore talonné par l'opposition quant au vaccin contre la COVID. Le gouvernement Legault, de son côté, n'exclut pas remettre le Québec sur pause. La spécialiste en santé publique, Roxane Borges da Silva, nous explique pourquoi ce serait le meilleur scénario. Les conservateurs continuent de bloquer l'adoption du projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Un débat sur C7 avec notre panel de députés. Et Joe Biden effectuera-t-il son premier voyage à l'étranger au Canada? C'est loin d'être certain, nous dit l'historien présidentiel Tim Naftali. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. 24 heures après avoir annoncé l'arrivée des premiers vaccins contre la COVID au Canada pour la semaine prochaine, le gouvernement Trudeau se fait reprocher de ne pas en faire assez. Alors qu'une grand-mère britannique de 90 ans devenait aujourd'hui la première personne à être vaccinée au Royaume-Uni, l'opposition aux communes se demande pourquoi Ottawa n'a pas réussi à obtenir plus de vaccins pour débarrer la vaccination ici au pays. Le premier ministre Trudeau a annoncé hier que 249 000 doses du vaccin de Pfizer seront livrées au Canada la semaine prochaine, ce qui permettra de vacciner au départ quelques 125 000 Canadiens. Alors voici un échange entre le chef du Bloc québécois et le premier ministre Justin Trudeau. Nous savons que le gouvernement aurait pu faire fabriquer des vaccins au Canada et avoir des installations adéquates. Nous savons qu'il aurait pu le faire sous licence. Nous savons qu'il aurait pu le faire sans licence avec des arrangements ultérieurs. Nous savons qu'il aurait pu synchroniser ses démarches d'homologation. Il ne l'a pas fait. Pour envoyer tout ça sur le tapis, le gouvernement achète 250 000 doses. Pour le Québec, ça fait une trentaine de milliers de doses. Il n'y a même pas de quoi s'occuper des aînés de Sherbrooke là-dedans. Combien est-ce que le gouvernement a payé pour cet exercice cosmétique? Bravo. Premier ministre. Monsieur le Président, depuis le début, nous travaillons avec nos experts, avec les scientifiques qui font des recommandations sur comment on va pouvoir protéger les Canadiens. C'est sur leur avis qu'on a pu signer plus de contrats avec plus de compagnies différentes qui développent un vaccin que n'importe quel autre pays et qu'on a sécurisé plus de dizaines de millions de doses par personne que n'importe quel autre pays. Nous voyons que les vaccins pourraient arriver dès la semaine prochaine, mais évidemment, la manufacture commence lentement, mais nous allons pouvoir vacciner des millions de Canadiens dans les débuts de 2021. Pendant ce temps, au Québec, le premier ministre François Legault n'exclut pas remettre la province sur pause pendant le temps des fêtes, comme il l'avait fait au printemps dernier. Alors que la COVID force certains hôpitaux québécois à réduire maintenant de 50 % leur nombre de chirurgies, il y a un groupe d'experts en santé publique et en économie qui demande au gouvernement de fermer tous les services non essentiels entre le 20 décembre et le 3 janvier. Voici la réaction de François Legault. Est-ce qu'on doit aller plus loin dans la contrainte? On suit à chaque jour l'évolution de la pandémie. On en discute avec la santé publique. On n'exclut rien, mais il n'y a pas de décision de prise à ce moment-ci d'en faire plus pour fermer l'économie que ce qu'on a déjà annoncé. C'est pas exclu. On suit la pandémie de jour en jour. Roxane Borges da Silva, qui est spécialiste en santé publique et du groupe de plus de 80 experts qui demandent au gouvernement Legault de remettre le Québec sur pause pendant la période des fêtes. Bonsoir, Madame Borges da Silva. Bonsoir. Votre appel qui a été lancé dans les médias hier semble avoir eu des échos, même si aucune décision n'est encore prise au gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette réaction du premier ministre Legault aujourd'hui? Mais c'est sûr que je dispose pas de tous les indicateurs et de tous les paramètres qu'utilise un gouvernement pour prendre ce type de décision. Mais ce que j'entends, en fait, c'est que le gouvernement, en fait, nous a entendus et n'est pas fermé à cette proposition-là des 80 experts que nous sommes en santé et en économie. J'aimerais revenir justement sur ce que vous demandez au gouvernement avec d'autres experts en santé publique et en économie. Selon vous, quel genre de commerce devrait être fermé pendant le temps des fêtes? Est-ce que vous recommandez un confinement total de 2 semaines? Qu'est-ce que vous suggérez au juste?
Alors là, en fait, je vais tout de suite vous expliquer qu'on n'a volontairement pas défini ce qu'on voulait dire par une mise sur pause du Québec, parce que à 80 experts en économie, santé publique et sciences sociales et sciences de la santé, c'était très difficile en 48 heures, puisque ça a pris 48 heures pour faire lever toutes ces signatures, de s'accorder avec tout ce monde-là. Donc, ce qu'on recommande, comme c'est écrit dans la lettre, c'est une mise sur pause du Québec, un peu comme ça a été fait au mois de mars-avril, avec uniquement les services essentiels, donc les commerces essentiels qui soient ouverts, mais après, sur la façon de l'opérationnaliser, les mesures fiscales ou les compensations financières à mettre en place, on laisse le gouvernement opérationnaliser toutes ces choses-là. Oui, parce qu'avec la montée des cas qu'on observe au Québec en ce moment, on voit la pression sur les hôpitaux aussi. Est-ce que vous craignez une explosion des infections au retour du temps des fêtes s'il n'y a pas justement de confinement comme vous le demandez? En fait, c'est pas tant une explosion. On s'attend pas à ce que les fêtes soient forcément un facteur d'explosion. C'est surtout qu'on est actuellement sur une tendance croissante et on a l'impression en fait que le congé scolaire est une occasion inédite pour profiter justement En fait, on pourrait profiter justement du congé scolaire. C'est une occasion inédite pour faire une mise sur pause, pour mettre en place une mise sur pause du Québec. Donc, ce qui nous inquiète, donc, c'est cette tendance croissante des cas, mais surtout aussi les hospitalisations qui risquent d'arriver après, les décès, et aussi nos travailleurs de la santé qui sont à bout de souffle et qui ont besoin qu'une mise sur pause pourrait permettre, à qui une mise sur pause pourrait permettre de donner un second souffle. Ouais. Est-ce qu'un confinement d'une durée de 2 semaines, ce serait assez long, vous pensez, pour être efficace? Est-ce que ça prendrait un confinement plus long pour avoir vraiment un impact important? Non, vous avez raison. En effet, épidémiologiquement parlant, ça prendrait un minimum de 4 semaines pour pour en fait mettre un réel frein à la pandémie et complètement neutraliser le virus. Par contre, avec ces 2 semaines-là, on pourrait au moins freiner la propagation en fermant les milieux de travail également, en plus des milieux scolaires. Et on le voit dans les données, particulièrement les données de l'INSPQ, les milieux de travail sont des milieux d'éclosion très forts. Donc, ça permettrait au moins de freiner la propagation ces 2 semaines-là. Oui, et vous dites qu'un confinement pendant la période des fêtes serait moins problématique qu'un confinement pendant les premiers mois de l'année, pendant les mois de janvier, peut-être février. Pourquoi au juste? En fait, pendant le congé des fêtes, on a beaucoup de personnes qui sont en congé, justement, c'est-à-dire que l'économie roule au ralenti, les travailleurs de la construction ne travaillent pas, il y a beaucoup d'usines, d'entreprises qui ferment en partie, donc le coût pour l'économie serait beaucoup plus faible que d'avoir un confinement obligatoire si on arrivait à une catastrophe et une montée des cas plus contrôlable au mois de janvier ou au mois de février. Donc les impacts seraient vraiment dommageables, beaucoup plus dommageables au mois de janvier ou février que pendant ce congé des fêtes où déjà l'économie roule au ralenti. Oui, mais pour ce qui est des conséquences d'un confinement pendant le temps des fêtes sur la santé psychologique des Québécois, on sait le temps des fêtes, c'est un temps de retrouvailles, se retrouver, se voir en famille. Est-ce que les fêtes sont vraiment le bon moment, vous pensez, pour ce confinement? Mais là encore, je suis d'accord avec vous qu'on est très inquiets, les experts en santé publique et en économie, pour la santé mentale. Mais entre choisir, comme dirait mon collègue Pierre Fortin, entre mal ou pire, la décision est évidente et on propose donc d'avoir ce confinement au moment en fait de la période des fêtes où c'est un moment de repos, de relaxation pour la plupart des personnes. Alors que si on avait un confinement à faire au mois de janvier-février, qui serait certainement un confinement beaucoup plus long parce qu'on arriverait à une croissance des cas très élevée, ça aurait un beaucoup plus gros impact sur la santé mentale, la vulnérabilité, la pauvreté de certaines franges de la population. Donc dans ce contexte, on préfère proposer une mise sur pause du Québec pendant les fêtes, même pour des raisons de santé mentale, plutôt que plus tard en janvier ou février. Oui, c'est certainement un élément à considérer. Alors, il faudra voir les suites de cette demande de votre groupe d'experts du côté du gouvernement Legault. C'est à suivre. Roxane Borges da Silva, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne soirée. Au revoir. On revient aux communes. Le débat sur le projet de loi sur l'aide médicale à mourir se poursuit de plus belle. Les conservateurs se disent prêts à parler 24 heures par jour et 7 jours sur 7, s'il le faut, aux communes pour empêcher l'adoption du projet de loi C7. La Cour supérieure du Québec, on le sait, a donné au gouvernement fédéral jusqu'au 18 décembre pour changer sa loi, pour, entre autres, en retirer la notion de mort raisonnablement prévisible et élargir ses critères d'admission aux personnes souffrantes qui ne sont pas en fin de vie. Après le 18 décembre,
décembre, la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir ne sera plus appliquée au Québec, ce qui laisserait un vide juridique. Le chef conservateur demande donc un autre délai pour en débattre. Voici là-dessus Erin O'Toole. Le débat qui nous anime aujourd'hui mérite d'être abordé avec respect et compassion. Ce n'est pas un débat normal sur des politiques normales. On parle de pouvoir de l'État à enlever la vie d'un citoyen suite à sa demande. C'est un geste d'une énorme gravité et le débat qui vise à incarner cette loi est nécessaire. On parle ici de la valeur de la vie humaine, de la dignité humaine, Madame la Présidente. Je sais que les deux côtés de ce débat sont bien intentionnés, mais je crains que le projet de loi soit une première brèche dans la valeur que nous accordons à la vie. C'est une pente glissante que nous ne devons pas emprunter avec une loi aussi vague et sans safeguards. Le projet de loi qui modifie l'aide médicale à mourir est en troisième lecture aux communes. Les libéraux, de leur côté, ont toujours l'intention de respecter la date du 18 décembre et de faire adopter C7 à temps. Alors, je retrouve notre panel de députés pour les libéraux. Arif Virani, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Luc Thériault, et pour le NPD, Alexandre Boulris. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec les conservateurs. Luc Berthold, on vient d'entendre votre chef. En fait, ça fait des jours et des jours que vous retardez l'adoption de C7. On a le sentiment un peu que M. O'Toole est coincé entre ses députés plus progressistes, je dirais, dont une majorité de députés du Québec, et ses députés plus pro-vie et qui étirent le débat un peu pour gagner du temps. Est-ce qu'on a une vision juste de la situation? Ben, vous me permettrez d'être en total désaccord avec ce que vous venez de dire, parce que effectivement, c'est pas, on ne fait pas tout en notre possible pour retarder le débat. On essaie tout simplement de permettre aux gens qui ont des choses à dire sur cette importante question, c'est une question de vie ou de mort, de pouvoir le faire à la Chambre des communes. Si on est arrivé à la période où on est actuellement concernant les délais, puis très, très près de la date limite imposée par la Cour, c'est parce que les libéraux n'ont pas fait leur job, c'est parce que les libéraux ont choisi de proroger le Parlement, de nous enlever du temps pour pouvoir en discuter. Et on se retrouve aujourd'hui, le seul parti qui donne le droit à tous ses députés de voter comme il le veut sur l'aide médicale à mourir, ben c'est normal qu'on demande d'avoir du temps puis que les gens veulent s'exprimer. C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Mais de dire que l'on retarde, qu'on fait du filibustering ou tout ça, c'est totalement faux. Dans une question importante comme celle-là, on ne devrait pas avoir de contraintes de temps. On devrait permettre à tous ceux et celles qui veulent s'exprimer de pouvoir le faire, et c'est ce qu'on demande. Chez les libéraux, Arif Virani, vous venez d'entendre M. Berthold. Qu'est-ce que vous répliquez? Donc, franchement, je suis tout à fait pas en accord avec lui. Je crois que ce qu'on voit dans la Chambre et ce que le peuple du Québec et de tous les pays peuvent voir pour eux-mêmes, c'est qu'ils sont en train d'empêcher, avec les tactiques, d'empêcher ce projet de loi. Je crois que c'est basé sur une position qui est plus idéologique au lieu d'être plus procédurale. Et s'ils sont vraiment en faveur des mesures de sauvegarde, je peux juste souligner ici, on n'est pas là avec une situation où on peut respecter une décision du Cour supérieure du Québec et la volonté du peuple du Québec. On va se rendre au 19 décembre à une situation où il n'y a pas de règles de tout vis-à-vis les peuples handicapés comme Mme Truchon, Mme Gladue et M. Truchon. Et dans le contexte, ils peuvent avoir accès à une aide médicale à mourir sans sauvegarde de tout. Ça, c'est une situation qu'il faut élever. Il ne faut pas prolonger la souffrance des gens. Donc, c'est-à-dire qu'il faut promouvoir ces projets de loi. Du côté du Bloc québécois, Luc Thériault, je m'en vais vers vous, parce que c'est la première fois, en fait, qu'on fait un débat au sujet du projet de loi C7. Quelle est votre position au Bloc sur le projet de loi sur l'aide médicale à mourir? Le son est très mauvais. J'ai pas entendu votre question correctement. En fait, je disais que, puisque c'est la première fois qu'on discute de ce débat-là sur C7, quelle est la position du Bloc québécois?
La position du Bloc québécois, ça a été de dire dès le départ à l'adoption de principe qu'on était pour C7, même s'il laisse en plan un certain nombre de choses et qu'on voulait le plus tôt possible qu'il y ait une révision de la loi, notamment pour les dimensions qui sont laissées en plan. Par contre, on pense que C7 répond à l'arrêt au jugement Baudouin Gladu-Truchon. Maintenant, les conservateurs ont fait une obstruction parlementaire systématique à l'article par article. Vous savez, là, quand on parle des demi-heures et des 40 minutes sans arrêt pour l'adoption d'un amendement, alors que les arguments sont tous entendus et qu'on continue, bien, si on voulait laisser parler nos collègues qui avaient quelque chose à dire, il aurait fallu qu'on aille beaucoup plus vite plutôt que de filibuster article par article. Alexandre Boulris, du NPD, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, nous, on trouve que c'est un projet de loi qui doit aller de l'avant, qui doit être adopté, même si on est très conscient que pour certaines personnes ou certaines communautés de personnes vivant avec un handicap, il y a encore des préoccupations. Mais on ne peut pas aller plus longtemps. Ça fait déjà 2 fois qu'on a une prolongation de la part de la Cour. Il faut être capable de faire le travail. Mais je dirais que les libéraux auraient pu présenter la nouvelle mouture du projet de loi bien avant. Ils se sont traînés les pieds un peu. Là. Au printemps dernier puis au début de l'été, les gens nous disaient « Oui, mais il faut comprendre, il y a une pandémie. » Je comprends, là, mais le ministère de la Justice n'est pas fermé parce qu'il y a un virus qui se promène non plus. Oui, c'est ça, parce que Arif Virani, il y a un point, là, quand même, M. Boulris. Ça ferait 3 fois qu'on reporterait le débat, qu'on extensionnerait, en fait, le délai. Et c'est pas toujours de la faute des conservateurs, là. Non, mais par exemple, il faut souligner que la première fois, c'était à cause d'une élection générale l'automne passé. La deuxième fois, c'était à cause d'une pandémie. Mais de suggérer qu'il faut retourner au cours pour demander une extension pour une 3e fois à cause de l'obfuscation, le blocage du Parti conservateur, ça n'a pas de bon sens. Et je crois que les peuples canadiens peuvent le juger eux-mêmes pour eux-mêmes. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que les mêmes amendements que le conservateur présente maintenant, de changer la date du délai pour continuer de mettre en place un délai de 10 jours, était déjà rejeté par la Chambre. Et c'était rejeté parce qu'on a déjà eu les consultations avec les peuples canadiens, disant que cette période de 10 jours actuellement cause des souffrances, prolonge les souffrances pour les patients au lieu d'enlever les souffrances. Donc, c'est ça notre orientation. Je reste avec vous, là, parce que je veux savoir, vous semblez décider les libéraux à respecter l'échéancier qui est imposé par la Cour supérieure du Québec, c'est-à-dire le 18 décembre, c'est vendredi prochain. Est-ce que vous pourriez, les libéraux, imposer un bâillon pour faire adopter le projet de loi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec les autres partis. Il y a 4 sur 5 partis aux collines parlementaires qui sont en train de travailler d'une façon de bonne foi pour promouvoir ce projet de loi. Et aussi, il y a une étude au Sénat qui se déroule déjà en même temps. Donc, on va continuer de travailler fort parce que c'est ça que les Canadiens attendent de nous autres comme parlementaires. Et c'est ce qu'on attend de M. O'Toole, de prendre une forme de leadership et d'éviter l'opposition idéologique et de promouvoir un projet de loi qui peut enlever les souffrances au lieu de prolonger la douleur et la souffrance. Luc Berthold, allez-y, oui. Mais c'est incroyable d'entendre ça. Écoutez, le seul parti qui permet à ses députés de voter selon leur conscience se fait accuser d'être idéologique. Chacun des membres du Parti conservateur peut voter comme il le veut. J'ai appuyé le projet de loi à la sortie justement du comité dans sa mouture actuelle. Il y a de mes collègues qui ont voté contre. Mais moi, je retiens qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont très inquiètes de la mouture actuelle du projet de loi, notamment des groupes de personnes handicapées qui affirment qu'il s'agit d'une forme mortelle de discrimination. Il y a encore beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes. Et la meilleure façon de faire en sorte que tous on adhère, parce que c'est pas une question partisane, l'aide médicale à mourir, c'est une question de valeur, c'est une question de choix, c'est une question très personnelle. Et je pense que le Parlement doit refléter ce que l'on est comme société. Et actuellement, ce qui reflète le mieux ce qu'on est comme société, c'est ce qu'on fait au Parti conservateur. On permet aux gens de voter selon leur conscience, ce qui m'a permis, moi, d'appuyer le projet de loi dans la mouture actuelle, même si j'ai beaucoup de réticence. Mais d'entendre parler qu'on fait du blocage systématique alors que les libéraux sont totalement et entièrement responsables du retard puis du fait qu'on se retrouve à la toute fin comme ça pour empêcher les gens qui ont quelque chose à dire
de le dire. Je trouve ça tout simplement absurde. Qu'est-ce que vous pensez de l'éventualité d'un bâillon? Monsieur Berthold, toujours. Bien, encore une fois, je pense que c'est le menu législatif appartient aux libéraux. Donc, si les libéraux décident de mettre fin au débat sur l'aide médicale à mourir, ils peuvent le faire. Ils ont les outils. C'est un gouvernement. Il semble avoir l'appui des autres partis. Qu'ils le fassent, le menu législatif leur appartient. Donc, de mettre ça sur notre dos, c'est encore plus absurde quand on sait qu'ils peuvent mettre fin au débat aussi rapidement qu'ils le veulent. Donc, ils font de la petite politique avec ce débat-là. Malheureusement, c'est un débat, c'est un sujet qu'on ne devrait pas faire ça. Et il y a des gens chez nous qui ont des choses à dire. Il y a des gens chez nous qui parlent pour des gens qui sont inquiets. Ils ont le droit de parler. On a été élus pour parler au nom des gens que l'on représente. Et ces gens-là le font. Et comme je le dis, chez nous, c'est un vote libre pour tous les députés. Je suis persuadé qu'il y a des députés dans d'autres formations politiques qui pensent comme nous, mais qui n'auront jamais le droit de le dire parce qu'ils sont bâillonnés par leur ligne de parti. Au Bloc québécois, Luc Thériault, est-ce que, vous êtes en faveur de C7, mais est-ce que vous êtes en faveur d'un bâillon ou vous seriez plus en faveur de donner plus de temps pour... dit qu'il n'y a pas de ligne de parti. Il y a 16 députés sur 121 qui ont voté pour C7, dont la majorité sont du Québec, mais le Parti conservateur en général est déconnecté du Québec. 88% des gens au Québec sont d'accord avec les principes de C7. 80% des Canadiens sont d'accord avec les principes de C7. Alors, qu'est-ce qu'on attend? S'il y a des choses qu'il faut améliorer, puis qu'on doit prolonger la discussion, qu'on le fasse dans ce qui était prévu dans la révision de la loi, et on doit respecter le délai. Et les libéraux qui sont effectivement traînés les pieds, la prorogation était peut-être un peu longue compte tenu du délai qu'on avait, doivent tout simplement tasser les autres projets de loi et dont on peut rediscuter après les fêtes pour laisser la place à C7 pour qu'on arrive finalement, parce que pendant qu'on parle, il y a des gens qui souffrent et qui attendent. Oui, donc il faudrait respecter le délai du 18 décembre. Alexandre Boulris, au NPD, qu'est-ce que vous pensez? En fait, est-ce que vous êtes en faveur d'un bâillon pour aller plus vite ou pour donner plus de temps pour continuer à débattre de C7? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'il faut bien rappeler que ce débat-là, ça fait pas juste 2 semaines puis 2 mois qu'on l'a commencé. Même avant les dernières élections générales, il y avait débuté. Donc, les gens ont eu amplement le temps de s'exprimer. Par principe, on n'est pas vraiment d'accord avec les bâillons, évidemment. Il peut y avoir, par contre, certaines exceptions. Mais là, il ne faut pas que le gouvernement libéral multiplie les exceptions parce qu'il a mal géré le calendrier parlementaire. Ce qu'on voit, c'est qu'il reste à peu près une semaine, puis que là, tout se bouscule à la dernière minute. Puis ils vont nous arriver à tout bout de champ en disant « Mais laissez passer ça, parce que finalement, on n'a pas bien géré notre calendrier. » Mais je pense que c'est important, puis mon collègue du Bloc le rappelait, il y a des droits fondamentaux qui sont en jeu là-dedans. Il y a la sécurité, l'avenir de certaines personnes, mais surtout le droit d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Ne l'oublions pas. On verra si ça va se régler d'ici le 18 décembre. Arrive Virani, Luc Berthold, Luc Thériault, Alexandre Boulris. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Un saut du côté des États-Unis. Le président élu Joe Biden s'approche de plus en plus de la Maison-Blanche. Le vote en faveur des démocrates au collège électoral est en bonne voie d'être officialisé, alors que tous les recours intentés par le président Trump pour renverser la vapeur n'ont finalement rien donné. Le président élu Biden, on le sait, a déjà désigné plusieurs membres de sa garde rapprochée. Alors, pour tenter de voir ce que ça pourrait vouloir dire pour le Canada, je retrouve à New York Tim Naftali, historien présidentiel. Bonjour, Tim. Bonjour, Esther. D'abord, un mot sur ce qui s'en vient. Le vote, donc, pour le collège électoral, c'est le 14 décembre. Les résultats officiels seront annoncés le 6 janvier. Est-ce qu'on peut dire à ce stade-ci que ce n'est plus qu'une formalité avant que les démocrates remportent le collège électoral et que le président Joe Biden soit assermenté le 20 janvier? Oui. Joe Biden a gagné, et Kamala Harris, les deux, ont gagné plus de 300 votes au collège électoral. Ils ont besoin de 270. Le président Trump a essayé de trouver, de détourner quelques États. Il n'a pas pu le faire. Alors, c'est seulement une formalité. Les votes seront plus... on est sûr que Biden et Harris vont recevoir plus que 270 votes, alors ils vont gagner.
Bon, la question que tout le monde un peu se demande à partir de maintenant, c'est comment va se comporter Donald Trump jusqu'au 20 janvier. Est-ce qu'il va assister à la cérémonie d'assermentation de son rival Biden? Même si on le sait, le président Trump est plutôt imprévisible, comment croyez-vous que Donald Trump va terminer sa présidence? D'après moi, il ne va pas assister à la cérémonie d'assermentation de son successeur. Je crois qu'il ne veut pas admettre qu'il a perdu. Mm-hmm. Alors, je pense qu'il sera en Floride le 20 janvier. Et faire finalement, comme si de rien n'était, retourner à sa vie normale, un peu plus normale. Tim, je le disais d'entrée de jeu, le président élu Biden a déjà annoncé plusieurs membres de sa garde rapprochée. Son choix au poste crucial de chef de la diplomatie américaine, c'est Antony Blinken. Blinken a grandi à Paris, parle un français qui est impeccable. Bon, on sait aussi que la vice-présidente Kamala Harris a étudié pendant 5 ans à Montréal, que la première femme de Joe Biden a des racines canadiennes. Quel impact tout ça pourrait avoir sur les relations canado-américaines à venir? J'attends que les relations entre Ottawa et Washington seront aussi bonnes qu'ils étaient durant l'ère d'Obama. Mm-hmm. Je crois que, par exemple, Antony Blinken, il était le secrétaire d'État adjoint durant une période de relations étroites entre les deux pays. Alors, on va retourner, d'après moi, à une telle circonstance. Je crois qu'on va voir que les États-Unis vont retirer le taxe du commerce sur le commerce d'aluminium, par exemple. Je crois qu'on va voir une conversation entre Ottawa et Washington en ce qui concerne le COVID-19, comment rouvrir les frontières entre les deux pays. J'attends vraiment une relation, une association très chaleureuse, très étroite, très normale. Mm-hmm. À la lumière des nominations effectuées jusqu'à maintenant, est-ce qu'on s'attend aux États-Unis à un troisième mandat Obama ou à un premier mandat Biden? Ça va être un premier mandat Biden. Mm-hmm. On va voir qu'il y avait des politiques où les deux chefs n'ont pas été tous en accord. En ce qui concerne l'Afghanistan, par exemple, je crois que vous allez voir d'autres changements. C'est aussi un monde qui est différent que 2009, quand Obama est devenu président. La menace de terrorisme n'est pas aussi large, aussi grande qu'elle était en 2009, aussi à cause du nationalisme extrême qu'on voit partout maintenant. Mm-hmm. Il y a un vrai défi pour les chefs des pays démocrates qui veulent maintenir les normes internationaux. Ce n'était pas vraiment le défi en 2009. Alors, ça va être le premier mandat de Biden. Donc, il faudrait que le contexte, finalement, est assez différent. Pour revenir au Canada, vous savez que le Parlement a adopté une motion pour inviter de façon officielle le président Biden à effectuer son tout premier voyage à l'étranger ici au Canada, ce qui raviverait en quelque sorte une tradition quand même assez récente aux États-Unis. On dit que le président Biden pourrait d'abord se rendre en Europe. Vous vous attendez à quoi de votre côté? Premièrement, je ne crois pas que c'est très important. Mm-hmm. Il y a beaucoup de manières de communiquer au Canada que la relation étroite et spéciale est renouvelée. On peut enlever les barrières de commerce. On peut rouvrir la frontière face aux des demandes de santé publique. Il y a beaucoup de manières de recommencer la relation qu'on avait avant Trump. Mm-hmm. Le voyage, je comprends bien. D'après moi, ça va être le Mexique, peut-être, ou l'OTAN, ou l'Europe. Mais si ce n'est pas Canada, d'après moi, c'est pas vraiment un indice que les relations avec le Canada seront comme durant l'ère Trump. Ouais. L'ère Trump était pas normale en ce qui concerne les relations avec les alliés. Et si M. Biden décidait de ne pas effectuer son premier voyage à l'étranger au Canada, on ne devrait pas le voir de façon négative à la lumière de ce que vous nous dites. Tim Naftali, historien présidentiel, merci beaucoup. Merci, Esther.
Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 8 décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain. Au revoir.